J'ai l'impression qu'on romantise extrêmement fort le fait de vivre de sa passion. Vous pouvez pas vous dire « Ah mais en fait comme j'adore le faire, je vais le faire gratuitement ou genre je vais le faire à prix bradé. » Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, bienvenue et enchantée. Moi je m'appelle Kani, je vis à Bruxelles et je donne principalement des ateliers d'aquarelle. Mais une de mes autres grandes passions dans la vie, c'est la création de contenu et notamment cette chaîne YouTube où je vous partage des vlogs mais aussi des petites chit-chats autour de la créativité ou des petites réflexions que j'ai au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui on va venir aborder le sujet des métiers passion. Dans une de mes anciennes vidéos par rapport à la créativité, je vous avais dit que parfois c'est un peu compliqué d'allier métier et passion et vous aviez l'air plutôt intéressé par un épisode sur le sujet. Alors avant de commencer l'épisode, bien évidemment j'aime bien toujours faire un petit disclaimer parce que bien évidemment je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas vécu non plus tout ce qu'il y avait à vivre et vraiment cet épisode est basé principalement sur mon expérience, comment est-ce que je l'ai vécu, les difficultés que j'ai pu avoir, les échecs aussi que j'ai pu avoir par rapport au fait de vivre de ma passion. Et puis c'est un épisode qui va vraiment être axé autour des difficultés ou en tout cas des obstacles qu'on peut avoir lorsqu'on se lance dans sa passion et qu'on a envie de la monétiser. Il y a bien évidemment tout un pan que je n'aborde pas qui est tout ce qui est positif. Je suis ultra reconnaissante de pouvoir faire ce que je fais au quotidien. Ça m'épanouit, ça me rend heureuse. Et c'est vrai que des fois c'est très difficile, on en discutera pendant cet épisode, mais ça vient aussi avec tout l'aspect positif. Et c'était important de vous le dire, je n'ai pas envie de vous dégoûter de vivre de votre passion avec cet épisode, c'est juste essayer d'être le plus honnête possible par rapport à mon expérience. Pour la petite histoire, moi ça fait 6 ans que je suis indépendante et à mon compte et que je vis principalement de l'aquarelle. Ça a un petit peu évolué au cours des années. Maintenant, je vis un petit peu de la création de contenu aussi, je vis aussi un petit peu de l'événementiel. Bref, tout ça combiné fait que j'arrive à finir mes fins de mois. Et c'est vrai que je suis passée par plein de phases différentes, des phases où il y a beaucoup d'argent qui est rentré, il y a des phases où il y a presque pas d'argent qui est rentré, il y a eu des phases où tout était plus ou moins stable, et puis il y a eu des phases où c'était complètement la catastrophe, où genre un mois j'avais beaucoup d'argent, puis l'autre j'avais moins. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va venir vraiment aborder la partie plus obstacle des métiers passion, mais que vraiment je ne changerai ma vie pour rien au monde et je suis très contente de faire ce que je fais ici au quotidien. Et tant qu'on y est, je voulais aussi vous remercier de faire vivre mon contenu parce que sans vous, ce serait pas possible. Sans les gens qui viennent aux ateliers, sans les gens qui regardent mes vidéos, sans les personnes qui écoutent mon podcast, je serais pas ici devant vous à vivre de ma passion. Donc voilà, c'était le petit moment remerciement. Comme d'habitude, j'ai mon petit carnet et on va commencer directement avec quelque chose par lequel tout le monde doit passer lorsque vous voulez vous lancer à votre compte, quand vous voulez monétiser votre passion. Je l'ai mis un peu en deux en un, c'est avoir le déclic et surmonter son syndrome de l'imposteur. Moi au début quand j'ai commencé l'aquarelle, c'était pas du tout dans un but professionnalisant. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert par hasard. J'ai beaucoup aimé, mais à aucun moment pendant les premières années, je me suis dit « Ah, un jour, ça va devenir mon métier ». C'est vraiment genre venu petit à petit. Et c'est vrai que moi, le déclic, je l'ai eu un petit peu plus tard. Et je pense que la seule raison pour laquelle j'ai réussi à me lancer à fond comme ça dans ma passion, c'est parce que j'ai pas vraiment vendu mon art en tant que tel. C'est-à-dire que j'ai pas vendu des illustrations, j'ai pas vendu des faire-part, j'ai pas vendu, je sais pas moi, genre des objets de papeterie. Moi, la chose avec laquelle j'ai commencé et qui reste encore aujourd'hui le cœur de mon business, c'est les ateliers d'aquarelle. Et en fait, j'ai commencé mon activité en me disant, je ne vais pas être dans cette optique de vendre mon art, je vais vendre ce que je sais faire. Et je me suis rendu compte que ça a été quelque chose qui m'a permis vraiment de me lancer parce que c'était beaucoup moins intimidant de vendre ce que je savais versus vendre ce que je pouvais faire. Je pense que ça dépend vraiment du type de personnalité. Il y a des gens qui me disent « Moi, jamais je pourrais donner des ateliers parce que je serais trop intimidée, je sais pas si je serais assez bonne, etc. » Mais moi, bizarrement, j'ai vraiment eu cette confiance en moi, cette confiance en ma capacité à transmettre. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose... Enfin, vous le sentez, quoi. Genre, je sens, je le sais, au plus profond de mon être, que je suis bonne là-dedans, que je sais transmettre et que j'ai... Peut-être que c'est ça mon don. Mon don, c'est de transmettre, de partager des choses, que ce soit à travers des ateliers ou à travers cette chaîne YouTube. Mais donc, pour en revenir au déclic et au syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui s'est
mis assez naturellement. Là où par exemple, j'ai toujours un blocage par rapport au fait de vendre mon art. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de e-shop, je n'ai toujours pas de collection de papeterie, je n'ai toujours pas d'affiches à vendre, etc., etc. Et pourtant, c'est pas quelque chose que j'aime pas et que j'ai pas du tout envie de faire, mais je pense que j'ai toujours un blocage par rapport à ça et que j'aime bien un peu ma zone de confort, de transmission et d'atelier et de faire ce genre de choses. J'ai l'impression que je suis moins une artiste, je suis plus une professeure. Et donc ça me protège un petit peu par rapport à mon art. Mais c'est vrai que, imaginez, vous n'avez pas par exemple l'angle des ateliers. Si jamais vous voulez vous lancer en tant qu'artiste, que ce soit artiste plastique, artiste aquarelliste, un musicien, peu importe, je pense que le tout début, c'est vraiment avoir assez confiance en soi et se dire ok, moi aussi je peux le faire, ok, moi aussi je me lance. Et moi, ce qui m'a vraiment énormément aidé dans mon parcours, et ça je me rends compte que c'est une énorme chance, vraiment je suis hyper reconnaissante d'être tombée dans le milieu dans lequel je suis, de m'être entourée de personnes aussi bienveillantes et adorables que celles qui se trouvent dans mon entourage. Mais quand je me suis lancée, je n'ai eu que des encouragements. Personne ne m'a dit ça ne fonctionnera jamais, personne ne m'a dit c'est quoi cette idée, personne ne m'a dit mais tu sais aujourd'hui les gens ne vivent pas de leur art. Vraiment quand j'y repense, je pense que tout le monde m'a soutenue dans mon choix de vie. Même mes parents qui sont de base assez conservateurs, qui m'ont poussé à faire des grandes études, qui m'ont poussé à toujours être bonne à l'école, qui m'ont toujours dit il faut absolument que tu trouves un métier stable. Quand je leur ai fait part de mon envie de me lancer en tant qu'indépendante, ils ont été hyper soutenants, hyper supportifs. Je sais pas si on dit ça. Ils ont été mes fans numéro 1 et vraiment je ne peux pas les remercier assez pour ça. Parce que déjà, c'est une chose d'avoir le courage de se dire ok, cette fois-ci je vais tenter l'aventure, je vais essayer de me lancer en tant qu'indépendante. C'est une autre d'être confronté aux premiers retours clients, aux premières personnes qui vont venir à vos ateliers, aux premières personnes qui vont recevoir vos peintures. Et au tout début de mon expérience, j'étais extrêmement influençable et j'étais vraiment à l'affût des retours, à l'affût des critiques. Là où aujourd'hui, j'arrive quand même à prendre un step back et à me dire ok, en fait, ce que cette personne me dit là, ça ne veut pas forcément dire que mon art est nul, ça peut juste dire qu'il n'y a pas un match entre ma vibe et sa vibe et c'est ok. Par contre, au tout début, j'étais vraiment beaucoup plus sensible à ça et je pense que ces premières interactions sont hyper importantes pour continuer à avancer dans son parcours. Et donc, pour toutes les personnes qui ont un jour émis l'idée de se lancer et qui ont eu un peu des réactions bizarres ou des réactions qui étaient peut-être pas forcément celles à laquelle ils s'attendaient. Et je sais que ça va être dur à entendre, mais essayez de passer outre ça. Parce que vraiment, au début, on prend vraiment tellement tout à cœur que parfois on va se bloquer, qu'on va se mettre des pensées limitantes, alors que c'est juste une simple interaction. Genre, c'est pas une interaction qui va définir le reste de votre business ou le reste de votre succès. Je pense que ça, c'est vraiment dans tous les podcasts d'entrepreneuriat, etc. C'est toujours un peu cette histoire de résilience. Mais je trouve que dans les métiers passion, c'est encore plus important parce qu'on va en parler dans un instant. Mais notre passion est tellement liée avec qui on est, notre identité, que les critiques peuvent être beaucoup plus difficiles à entendre que si c'était genre un projet d'application ou quand c'était un projet de business en tant que tel, où c'est pas vraiment genre la prunelle de vos yeux, quoi. Alors le deuxième sujet que je voulais aborder par rapport aux difficultés, aux obstacles des métiers passion, c'est le fait que c'est hyper important dès le début de dissocier son art, donc son travail, le service qu'on donne, versus son identité et sa valeur personnelle. Je vous explique avec un exemple très très simple. Encore aujourd'hui, je vous le dis vraiment, encore aujourd'hui ça peut m'arriver, mais moi par exemple, quand je prends le temps de faire un devis et que je donne un devis par rapport à une illustration, un live painting ou peu importe, quand je donne un devis et qu'on me le refuse, je peux le prendre très mal et très personnellement. Genre je peux vraiment ruminer pendant des jours, des semaines. Je peux peut-être pas remettre en question ton business, mais en tout cas, je sais que ça va me remuer à l'intérieur et que je vais me poser toutes ces questions de légitimité, de est-ce que mon travail a de la valeur, est-ce que j'aurais dû faire les choses différemment. Alors qu'en fait, c'est quoi
un devis, c'est juste une proposition de service. Et c'est quelque chose que je sais depuis le début, mais que j'ai beaucoup de mal à assimiler. Le fait que c'est pas parce que c'est un métier passion que c'est pas un métier comme un autre, que c'est pas genre un service comme un autre. La seule différence entre le comptable qui va vous faire un devis pour sa prestation, c'est qu'il y a peut-être une barrière, il dissocie son travail et sa propre valeur personnelle, là où moi, en fait, c'est tellement intrinsèquement lié. Genre, je me dis quand les gens me contactent, c'est parce qu'ils aiment mon univers, ils aiment un certain type de choses. Et donc, quand d'un coup, parce que je mets un chiffre sur ma prestation, ils ne veulent plus travailler avec moi, je le prends hyper mal. Et c'est vrai que quand on débute en tant qu'artiste ou en tant que freelance de manière générale, on fait tous l'erreur de brader ses prix. Parce que justement, je pense qu'on n'a pas assez confiance en soi, on n'a pas assez confiance en notre prestation, on a l'impression que tout le monde sait le faire. Alors que vraiment, je pense que s'il y a un conseil que je devrais vous donner, ou en tout cas me donner à moi-même, quelque chose que je pourrais réécouter de temps en temps, c'est de se dire que notre travail, même si on aime le faire, il doit être rémunéré, mais c'est pas ça qui va déterminer aussi notre valeur. Dans le sens où si on nous refuse un devis, c'est pas forcément de notre faute, c'est pas forcément qu'on a mis des prix exagérés, c'est juste que c'est pas un match entre la personne qui se trouve en face et notre travail à nous. Et ça, quand on débute, c'est parfois difficile à imaginer ou en tout cas à conscientiser, parce que quand on débute, je pense que dans tous les métiers passion, c'est comme ça, comme on adore faire ce qu'on fait, on se dit c'est fou que quelqu'un me paye pour ça. Sauf que quand vous passez du stade c'est ma passion vers le stade ça en devient mon métier, c'est indispensable d'avoir ce côté business. Vous pouvez pas vous dire mais en fait comme j'adore le faire, je vais le faire gratuitement ou genre je vais le faire à prix bradé. Non, je pense qu'il doit y avoir un switch dans le cerveau. Et une fois qu'il y a ce switch dans le cerveau, c'est ok, aujourd'hui, j'ai besoin de autant pour vivre. Cette prestation va me prendre autant de temps. Ça, c'est mon prix horaire. Et tarara, vous calculez et vous obtenez votre devis final. Et si la personne en face de vous n'accepte pas ce devis, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura d'autres personnes qui vont accepter le devis. Il y aura d'autres opportunités, mais il ne faut pas commencer à remettre en question tout ce que vous savez faire juste parce que on vous a refusé quelque chose. Au final, ce qu'il faut vraiment essayer de garder en tête, c'est que quand on transforme sa passion en métier, ça devient du business. Et ça, c'est mon troisième point par rapport au métier passion, c'est que business first, guys. Ça, je pense que ça n'a pas été un énorme obstacle pour moi, que c'est pas vraiment quelque chose qui a été difficile, mais c'est plutôt quelque chose que j'ai aperçu chez les autres ou j'ai pu en discuter avec d'autres artistes, d'autres illustrateurs, d'autres personnes qui vivent aussi de leur passion. Et ça, c'est juste un peu mon ressenti à moi par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'on romantise extrêmement fort le fait de vivre de sa passion. Par exemple, je vais reprendre mon cas personnel. Je vous dis que je suis artiste et que je peins à l'aquarelle. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites, la meuf, elle peint tous les jours. Elle est à son bureau, elle sort ses petites aquarelles, tout est beau, machin. Elle va faire sa petite balade. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai cru aussi au début quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, que j'allais pouvoir peindre tous les jours, que j'allais avoir tout le temps du monde pour pouvoir le faire. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que quand vous décidez de switcher du mode passion vers le mode métier, vous devez passer en mode business. Et pour faire tourner un business, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Vous devez penser à votre compta, vous devez penser au marketing, vous devez penser à l'administratif, vous devez penser à la logistique. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'au final, votre partie passion, elle peut s'en retrouver extrêmement diminuée. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent pas forcément compte. Ils se disent, ok, maintenant je vais me lancer en tant qu'indépendante graphiste ou indépendante aquarelliste, et qui s'imaginent qu'ils vont peindre toute la journée et qu'ils vont pouvoir faire que les trucs cool toute la journée. Je suis vraiment désolée de vous décevoir, mais tenir un business, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est possible que la partie que vous kiffiez le plus ne soit plus la partie la plus importante dans votre vie. Et en fait, je trouve que c'est un paradoxe qui est
hyper bizarre. Parce que si vous regardez aujourd'hui, les artistes les plus connus ou les personnes qui arrivent à bien vivre de leur passion, c'est pas forcément les plus talentueux. C'est juste les personnes qui arrivent à gérer tout ce qu'il y a autour. Je reprends de nouveau mon cas ici. Je me considère pas comme étant la meilleure aquarelliste de tout l'internet. Clairement pas. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais par contre, je pense que je suis très bonne dans la communication et je suis très bonne dans le fait de créer un univers autour de ma passion. Et c'est vrai que parfois, ça joue un petit peu avec mon syndrome de l'imposteur parce que je me dis, il y a des gens qui sont tellement plus talentueux que moi. Mais en fait, comme ils n'ont pas les clés en main, comme ils n'ont pas les codes, ils sont pas aussi visibles et ils sont pas aussi connus que moi. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile parfois quand on vit d'un métier passion, c'est que c'est pas juste la passion, le cœur de notre business. Tout ce qui va autour est tout aussi important parce que au final, comme je vous l'ai dit, vivre de son art, au final, c'est faire vivre un business. Et si vous n'avez pas les codes du business, si vous n'avez pas les codes du marketing, vous pouvez avoir le meilleur talent du monde et ne pas en vivre. Et honnêtement, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné assez rapidement pour moi, parce que j'avais ce background de business. Alors, pour ceux qui débarqueraient par ici, j'ai pas du tout fait des études d'art. J'ai fait des études dans une école de commerce à Bruxelles et après ces études, j'ai travaillé dans plusieurs startups pour finalement me lancer à mon compte. Donc quand je me suis lancée à mon compte, j'ai pas du tout vu l'aquarelle comme étant vivre de sa passion et j'allais pas laisser les choses au hasard. Tout était très pensé, tout était très calculé. Je savais que si je voulais vivre, c'est-à-dire recevoir de l'argent tous les mois, pouvoir payer mon loyer, avoir de quoi manger sur la table, il fallait que ce soit carré, il fallait que j'ai des potentielles sources de revenus, il fallait que je sache exactement quelles étaient mes charges, quelles étaient mes dépenses. Et tout ça, ça me vient vraiment de mon background business, c'est-à-dire que j'ai étudié ça à l'école, donc je savais comment ça fonctionnait, je savais ce qu'il fallait pour lancer un business, et aussi de mes expériences professionnelles dans le sens où je travaillais principalement en marketing, et donc je savais comment il fallait vendre, comment est-ce qu'il fallait rendre les choses attirante. Genre c'est hallucinant le nombre de business cases que j'ai dû faire quand j'étais à l'université, mais dans la plupart des business cases, c'est tu peux avoir le meilleur produit du monde, s'il n'est pas visible, s'il n'y a pas de marketing, s'il n'est pas bien livré, si l'expérience client est nulle, bah ça va flopper. Et donc en fait, c'est toutes des leçons que j'ai appris à gauche à droite et quand c'était enfin le moment pour moi de me lancer à fond, bah, j'ai tout pris ça en compte et c'est pas parce que c'était ma passion que j'ai traité le service différemment que si j'avais été comptable ou que si j'avais été fiscaliste. Et c'est vrai qu'au final, on me demande parfois si je regrette d'avoir fait ces études parce que c'était des études qui étaient quand même assez dures, assez exigeantes, etc. Et non, je regrette pas du tout parce que ça m'a vraiment appris une certaine rigueur que j'ai aujourd'hui encore dans mon business et je pense que sans ça, ça ne fonctionnerait pas aussi bien ou en tout cas, je pourrais peut-être pas en vivre. Parce que vraiment, j'ai ce focus business que je trouve hyper important. Et pour toutes les personnes qui veulent vivre de leur passion, arrêtez avec le « mais moi, je le fais pour la passion, je le fais pour blablabla ». Non. Si vous voulez vivre de votre passion, c'est important de le monétiser correctement parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vivre. Vous allez être dans la galère, vous allez vous demander comment payer différentes choses. C'est hyper important d'avoir un business plan, de savoir quand l'argent va rentrer. Bref, ça peut être le sujet d'une autre vidéo si vous voulez, genre comment faire un business plan pour les artistes ou pour les créatifs. Mais très important, c'est pas parce qu'on vit de sa passion qu'on n'a pas un vrai business. Et il faut le penser et l'imaginer comme un vrai business. Tant qu'on est en train de parler de business, une autre réalité du métier passion, c'est le fait que se mettre sur le marché, donc commencer à poster, commencer à parler de son projet, c'est aussi faire face à la concurrence. Alors ça, c'est un sujet sensible pour moi. Je pense que j'ai fait un énorme travail sur moi par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on est au début, quand on est seul dans son coin, qu'on peint dans son coin, qu'on a ses petites idées dans son coin, je trouvais que c'était plus facile de se comparer parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Genre, je peignais une fleur, je regardais ma voisine qui avait aussi peint une fleur, je trouvais que c'était joli, et voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et puis quand j'ai commencé à monétiser ma passion et commencer à promouvoir mes services, commencer à poster mes petites vidéos, mes petites choses, je vous avoue que moi, je me suis très vite sentie menacée. Et je pense que c'était dû au fait que j'étais peut-être pas hyper confiante
dans ce que je proposais. J'avais peut-être un manque de confiance en moi, même si je savais que ce que je faisais, c'était bien, etc., etc. Je pense que j'avais quand même un petit soupçon de doute. Et c'est vrai que moi, au début, j'ai vraiment eu du mal avec la concurrence en tant que telle. Tout simplement parce que j'ai eu des mauvaises expériences, entre guillemets. Je vais pas élaborer là-dessus, mais quand tu commences à poster un certain type de contenu ou quand tu commences à poster, voilà, comment est-ce que ça se passe, etc., tu risques de te faire copier. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la copie. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je suis un peu dans cette optique. En fait, le temps que tu prends à me copier, c'est le temps que moi, je passe à être one step ahead. C'est-à-dire que c'est vraiment le temps que je prends pour développer d'autres projets qui vont être uniques, d'autres projets qui vont être intéressants, etc. Mais au début, j'ai vraiment eu du mal avec cette espèce de concurrence. Alors je sais pas si je l'ai senti comme ça à ce moment-là parce que justement moi j'étais un petit peu dans le doute et j'étais pas hyper confiante, ou si c'était vraiment comme ça. Mais c'est vrai que moi au début, quand les gens ils me contactaient pour dire j'aime trop ce que tu fais, moi aussi je suis aquarelliste, est-ce qu'on peut aller boire un café, etc. J'étais hyper contente, j'étais là trop bien, je vais me faire des nouvelles copines et tout. Et en fait tu prends le temps, tu vas boire un café avec les gens, et puis 2 semaines plus tard, tu vois qu'ils ont complètement copié ta DA. Et là, tu te dis, ok, pas cool. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, et puis en fait, après, je me suis complètement fermée parce que je me suis rendu compte que ça m'affectait beaucoup trop. Alors qu'en soi, ça devrait pas m'affecter. Je pense que j'étais très fort dans ce truc de partage, et je pense pas que j'attendais à ce qu'on me donne quelque chose en retour, mais me copier complètement, ça, j'avais un petit peu du mal. Et puis j'ai aussi eu des expériences où certaines personnes m'ont unfollow, genre sans vraiment de raison, enfin genre j'ai l'impression que je leur avais rien fait, et ça m'a beaucoup affectée, genre ça m'a vraiment beaucoup affectée. J'ai l'impression que c'est vraiment parce que je le voyais comme un peu un échec personnel. Je crois pas que ça m'aurait autant touchée si ça avait pas été mon métier. Si j'avais fait un compte Instagram comme ça pour partager juste de l'aquarelle, etc., je pense pas que ça m'aurait autant touchée. Mais pour le coup, ça a été quelque chose sur lequel j'ai vraiment dû travailler. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Mais c'est vrai que ce problème de la comparaison, ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi à vivre. Et la raison pour laquelle j'aborde ça quand on parle des métiers passion, c'est parce que je pense que c'est justement du fait que j'ai du mal à dissocier la valeur de mon travail avec ma valeur personnelle. Et donc, quand j'ai l'impression que quelqu'un est meilleur que moi, ou quand j'ai l'impression que quelqu'un me copie, ou quand j'ai l'impression que je suis pas aussi bonne que le reste de l'industrie, je le prends très très personnellement, alors qu'en fait c'est... Voilà, il y a une distance. Genre c'est pas moi, c'est pas forcément quelque chose qui est dû à ce que je fais. Et au final, on en revient toujours à business is business. Je dois un peu apprendre à me détacher par rapport à ça. Mais vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins bizarre avec les gens, et je suis beaucoup moins genre en mode à ne plus parler aux gens, etc. Non, je me suis vraiment beaucoup plus ouverte, et j'ai fait un énorme travail dessus. Et je suis hyper contente de connaître plein de copines aquarellistes. Genre vraiment, j'ai réussi à trouver des gens en qui je peux faire confiance, mais je pense que ça a été vraiment l'un de mes premiers traumas en tant qu'aquarelliste. La dernière chose que je voulais aborder par rapport au métier passion, c'est la charge mentale. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi, de nouveau je parle de par mon expérience, donc dites-moi dans les commentaires si c'est la même chose pour vous, ou si c'est pas du tout comme ça que vous voyez les choses, et que vous arrivez vraiment à mettre une barrière entre votre travail et votre vie personnelle. Mais moi, je pense à mon business tout le temps. Genre, je dirais pas tout le temps, mais c'est toujours un petit peu dans le coin de ma tête. Quand je vais rencontrer de nouvelles personnes, ou quand on va discuter de certaines choses, en fait, tout peut m'inspirer et tout peut me donner des idées pour mon business. C'est un petit peu comme si c'était une roulette d'hamster qui se trimballait dans l'arrière de votre cerveau, qui est toujours là, et dès qu'elle est trigger par une conversation, un mot, une opportunité, je vais vite sauter sur l'occasion, je vais vite être là, ok, là ça peut être ça, là ça peut être ça. Et c'est vrai que parfois c'est vraiment fatigant. Genre rien que les réseaux sociaux, j'essaie de poster une story au moins par jour, et il faut y penser quoi. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, surtout au début de mon activité, à couper et à vraiment faire off. Aujourd'hui, je suis très très fière de moi, j'arrive à le faire, mais au début c'était travail non-stop. Parce qu'en fait quand on travaille pour soi, quand on travaille pour son projet, il n'y a pas de limite. Il y a toujours quelque chose à faire. Genre, c'est jamais fini. Il y aura toujours une vidéo à monter, un truc à écrire, un atelier à programmer. Il y a moyen de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si c'était possible. Mais en fait, non.
c'est pas possible. Il faut vraiment apprendre à mettre ses limites. Et c'est pour ça que je suis hyper contente d'avoir réussi à trouver d'autres choses qui me permettent de ne pas penser au business, de ne pas penser à l'aquarelle. Et ces autres choses, j'en ai déjà parlé beaucoup par ici. Le sport, vraiment le sport, meilleur défouloir du monde. Et deuxième chose, tous les hobbies créatifs que je fais sur le côté, qui maintenant, j'avoue, ou comme je vous en parle ou comme je les montre, ça devient aussi une façon un peu de monétiser le contenu, monétiser mon travail, mais c'est beaucoup moins important que l'aquarelle par exemple. Donc quand je tricote, j'arrive encore à tricoter sans me dire ok, je vais absolument devoir faire une story par rapport à ça. Non, je tricote plein de trucs que vous voyez pas du tout et ça me va très bien comme ça parce que ça me permet en fait de faire off. Et je pense que quand on a un métier passion, c'est très facile de ne jamais faire de pause parce que on aime tellement ce qu'on fait. Vraiment, ça, c'est vraiment le plus gros avantage des métiers passion, c'est qu'on aime tellement ce qu'on fait qu'on pourrait faire ça à longueur de journée sans jamais s'arrêter. Mais pourtant, c'est hyper important de le faire parce que sinon, à un moment, vous allez vous brûler, ça va pas être possible. Enfin bref. Donc, si un jour vous vous lancez dans un métier passion, essayez déjà, avant même de commencer, de définir quelles vont être vos activités défouloir. Vraiment, moi, si j'avais eu ça dès le début, ça m'aurait évité beaucoup de tracas et aussi beaucoup d'anxiété parce qu'en fait, plus vous pensez à votre business, plus vous avez l'impression que vous êtes en retard, plus vous êtes en train de stresser et plus vous êtes anxieux et moins bien vous dormez et plus vous êtes fatigué et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux, il n'y a rien qui va aller. Donc, écoutez-vous, essayez vraiment de vous reposer. Et puis au final, le but d'un business, c'est quand même de vivre et de survivre dans la durée. Donc, faites des pauses, c'est hyper important. Voilà, je pense que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder par rapport aux obstacles des métiers passion et quels sont les plus gros challenges que j'ai eus dans ma petite carrière d'indépendante. Je voulais finir cet épisode par, évidemment, revenir sur le disclaimer. Oui, je vous ai parlé de tous ces obstacles, de ces difficultés, mais je voulais quand même redire à quel point j'adore vivre de ma passion. Je me sens tellement chanceuse de me réveiller tous les matins et d'aimer profondément ce que je fais. Tous les matins, je me dis waouh, quelle chance. Quelle chance d'enregistrer ce podcast. Quelle chance de parler avec vous de quelque chose qui me tient à cœur, d'un sujet sur lequel j'ai réfléchi pendant des heures et des heures et des heures et juste partager mon expérience avec vous. Ça fait partie de mon travail, je suis payée pour faire ça. Je trouve ça exceptionnel. Et donc, si jamais, à un moment, vous avez une passion et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, moi, j'appelle toujours ça le gut feeling. C'est vraiment cette espèce d'intuition qui vous prend les tripes, qui vous dit, il y a cette voie-là, il faut que tu l'explores. Je pense qu'on vit dans une génération, on vit dans une société où on n'écoute plus son instinct. On va vraiment plutôt vers le côté rationnel, la stabilité, et c'est très très bien. Je pense que c'est très très bien. Mais parfois dans la vie, il y a votre sixième sens qui est là et qui vous dit en fait, si tu essayais et si tu te lançais dans ta passion, et vous allez sentir, vous allez vraiment, moi je l'ai vraiment senti dans mes tripes, comme je vous dis, c'est le gut feeling, je l'ai senti dans mes tripes, où je sentais que fallait que je fasse ça. Alors je ne sais pas si j'ai eu raison ou pas, parce que je pense que 6 ans ça reste, c'est long, mais c'est pas si long que ça. Mais je savais qu'il fallait que j'aille dans cette direction. Et encore aujourd'hui, j'ai ce gut feeling que je dois explorer cette voie, que ce soit l'aquarelle, la création de contenu. Je sais que je ne suis pas encore arrivée là où je devais être, entre guillemets, mais que ça fait partie du chemin. Je sais pas, je le sens. Il y a une intuition qui me dit il faut continuer vers ça. Et donc si à un moment vous avez cette intuition par rapport à une passion, par rapport à une activité que vous aimez ou par rapport à, je sais pas, ça peut être une idée de business, essayez de l'écouter. Alors je vous dis pas de quitter votre job du jour au lendemain, mais je pense qu'on gagne à vivre de nos passions, je pense qu'on gagne à faire un travail qui nous donne de l'énergie tous les jours. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait super plaisir et surtout, ça me permet de continuer de vivre de ma passion. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!